Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, même s'il fait pas très beau dehors, et on se retrouve pour débriefer des sports mécaniques. On va débriefer la moto Grand Prix. On a beaucoup de sports mécaniques parce que, comment vous dire, ça m'arrange pas des masses, mais la F1 tombe en même temps que la moto Grand Prix. Donc on se retrouve à avoir des week-ends, j'ai des week-ends où je ne sors plus, je passe ma vie devant la télévision. Si pour avoir des sports mécaniques, j'aime bien les sports mécaniques, mais au bout d'un moment il faudrait quand même réfléchir sur les calendriers, parce que là par exemple en moto on enchaîne 3 grands prix d'affilée et je trouve que c'est une erreur. Tiens, en parlant de la moto, parce que donc là on va débriefer la moto Grand Prix, mais on va aussi parler de la moto 2, de la moto 3 qui vont arriver là cette semaine, hein. C'est officiel. On parlera de Dalla Porta en moto 3, de la bagarre entre Marquez et Lutti en moto 2. Je peux déjà vous faire une annonce pour l'année prochaine. On changera un petit peu pour les moto 2 et moto droit. F2, F3 pareil, parce que j'ai vu que cette année, essayer de débriefer sur 2-3 grands prix, 2-3 courses, c'était un peu compliqué et ça, je décale, au final les vidéos n'arrivent pas. Donc ce qu'on fera, c'est que ça sera beaucoup plus... ça sera course après course. Alors ça sera pas forcément le mardi ou le mercredi, ça pourra tomber le temps que je le fasse le samedi d'après, mais au moins il y aura le débrief de chaque course. Je me suis bien aperçu que ce que je fais actuellement, ça ne fonctionne pas, hein, dans la méthode de travail. Il y aura d'autres annonces, je pense qu'on fera une petite vidéo un petit peu de ce qui va se passer en 2020. En 2020, ce qui va commencer à se passer là, à partir du mois de mi-novembre, quand on aura un peu plus de temps. On fera d'autres types de vidéos, pas simplement sur le sport, mais comme ça a toujours été le cas sur la chaîne, ça se voit pas. La chaîne au départ, ça a été conçu pour pas avoir que des vidéos sur le sport, même si j'en fais beaucoup, quand même ma passion. Mais voilà, on va parler de d'autres domaines. J'en dis pas plus. Il y aura pas que des jeux vidéo, mais pour l'instant, j'ai pas eu trop le temps d'en faire. Et ben on débriefe tout de suite ce Grand Prix et on va commencer. Alors c'est un débrief un petit peu comme le dernier, c'est-à-dire un petit peu à l'arrache pour que ça sorte vite. Donc on commence avec les Français. On commence avec Fabio Quartararo. Week-end qui n'a pas été simple pour Fabio. Je pense que c'est son week-end le plus difficile depuis qu'il est en moto Grand Prix, le pilote français, avec une chute le vendredi en EL1 où il se blesse la cheville. Il peut pas participer aux EL2, donc obligé de tout faire le samedi. Le problème c'est que le samedi est le samedi après-midi a été annulé en moto Grand Prix à cause du vent, des conditions vraiment exécrables. Hervé Ponchard le disait bien, mais c'est vrai que pendant très longtemps on a fait le Grand Prix d'Australie en début de saison, c'était bien. On a décidé de décaler le Grand Prix d'Australie en fin de saison. Alors ça pose déjà 2 inconvénients. On est obligé de faire la course à 14h parce que sinon on n'a pas cette température. On l'a vu quand on faisait la course à 15h, c'était un massacre. Et en plus, il y a du vent et des tempêtes incroyables, et encore de plus en plus avec le réchauffement climatique qui engendre un peu plus de phénomènes un petit peu exceptionnels. Alors qu'au mois d'avril, ça arrive moins, et qu'en plus, au mois d'avril, on pouvait faire partir la course un peu plus tard, et ce qui fait que nous, Européens, qui n'aimons pas nous réveiller à 6h du matin, on peut regarder la course à 8h en mangeant son bol de Chris Prols. C'est pas vraiment des bols de Chris Prols, c'est un peu compliqué à manger des bols de Chris Prols, plutôt des bols de Coco Pops, pardon. Mais voilà, il faudrait décaler ça. Bon, Fabio Quartararo, week-end difficile. Qualif le dimanche, il s'en sort pas trop mal en qualif, hein, quand même. Première ligne. Encore une fois, c'est un exercice qu'il affectionne. La qualification, en partant par contre en Q1, il finit meilleur temps de la Q1, deuxième temps au final. Après en course, ça a été court mais intense. Chute dès le départ. De toute façon, comme Petrucci avait pris un pneu hard, la chute n'est pas vraiment due à Petrucci, parce que je pense pas qu'en mettant les 2 roues dans l'herbe, il aurait réussi à relever sa moto, et même s'il l'aurait relevé, il serait reparti dernier. Donc ça aurait été quand même une course compliquée pour Fabio. Bon voilà, il faut quand même des fois quelques week-ends ratés pour Fabio, qui quand même fait une très très bonne saison, hein. Ça lui permet d'apprendre également. Un week-end, ça a été plus compliqué pour Fabio. On espère juste que la cheville se remette bien là avant la Malaisie, le week-end qui commence vendredi, parce que sinon ça peut être pénible. Voilà, et puis on rappelle, hein, là il reste 15 jours avant la fin de saison, parce que là on enchaîne vraiment toutes les courses sur un rythme effréné.
Et donc il faudra... ça serait bien que ça se remette vite pour Fabio. Deuxième pilote français. Et oui, on avait de nouveau un deuxième pilote français. C'était pas Sylvain Guintoli, c'était Johan Zarco. De retour, le pilote français qui a quitté KTM, qui a repris le guidon de la moto de Nakagami, la Honda 2018 du team LCR. Eh bien, ça s'est plutôt bien passé, plutôt prometteur pour lui, avec un début de week-end qui n'était pas forcément évident, des conditions, encore une fois, en L1, de la pluie, du vent, pendant tout ce week-end du côté de Phillip Island. Et pourtant, il s'en sort pas trop mal. On peut presque dire que la course était décevante par rapport aux performances qu'il a réalisées en qualification, mais capable en 2L3 le samedi matin de prendre le 6e temps. Et puis de toute façon, même si sa place en course, on va dire que c'est que 13e, déjà il finit vraiment pas loin de Paul Espargaro. Et puis surtout, il finit devant Jorge Lorenzo, que ça va de mal en pis, et dans une sorte de bagarre interne, on pourrait dire, entre Jorge Lorenzo et le pilote français, eh bien, il prend des points, c'est très clairement. En plus, Lucio Cecchinello a salué son professionnalisme au micro de Canal+, donc oui, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un premier week-end, un week-end d'apprentissage. Dommage, parce que je pense que le top 10 était jouable. Voilà, on voit que le top 10, la 11e place était jouable avec Franco Morbidelli qui est à 2 secondes 5, donc c'est pas énorme. Mais voilà, même finir devant Paul Espargaro, il finit qu'à un petit dixième de Paul Espargaro, donc peut-être des regrets un petit peu pour Johan, mais il était vraiment plutôt dans un bon rythme et je pense qu'il a marqué des points, même si ça va peut-être pas suffire. Et il faudra qu'il fasse encore un bon Grand Prix en Malaisie, il faudra qu'il fasse mieux en Malaisie et encore mieux à Valence. Bon, on sait que ça réfléchit du côté de chez Honda. Pour moi, rien n'est encore joué. On a bien vu avec Brad Binder, Iker Lecuona et Oliveira du côté de chez KTM que rien n'est joué encore au niveau du marché des transferts, même si on croit que tout est clos. Les pilotes au top, les pilotes à équipe au top. Je vous avais dit, c'est rapide aujourd'hui. C'est un peu à l'arrache. On commence avec Marc Marquez. Week-end parfait encore. Bon. Pourtant, je pense moins rapide intrinsèquement que Vignales, mais il a réussi à pousser Vignales à la faute dans le dernier tour. Et puis, de toute façon, les deux étaient sur un autre monde par rapport à la concurrence. Personne n'arrivait à les suivre. Parce qu'en course, l'écart entre Marquez et Jake Miller, qui finit 3ème, c'est quand même 14 secondes 5, ce qui est quand même un écart abyssal. Et que l'écart avec Cal Crutchlow, c'est 11 secondes 4 à l'arrivée. C'est beaucoup. Mais en qualification, il était que 3ème sur la grille du départ, à 7 dixièmes de Maverick Vignales. Mais les Yamaha qui étaient très rapides sur un tour, par contre beaucoup moins sur le rythme de course. Et puis Marquez, il nous a fait la même que face à Fabio Quartararo à Misano, c'est-à-dire position d'attente, on attend, et puis d'un coup, le guépard se jette sur sa proie et la mange. Et en plus, elle fait des bêtises, cette proie, parce que Vignales, il a fait quand même une belle petite erreur en réaccélérant un peu trop fort à la sortie d'un virage. Et donc, il est tombé un peu fort quand même, notre ami Vignales, ce qui est un peu dommage. Donc, beau week-end pour Marquez qui accumule les points. Et heureusement que Marquez est là pour Honda, parce que c'est pas avec Jorge Lorenzo, du côté du team Repsol, qu'on marque des points. Deuxième pilote en forme, Cal Crutchlow, et pourtant l'année dernière ça s'était pas très très bien passé sur cette piste, il y avait une grosse chute. Le pilote Honda, bien là ça a été un peu mieux. Une moto qui marchait bien sur ce circuit, même si c'était pas la meilleure, surtout un très très bon début de course. Il prend tout de suite un bon départ. Après voilà, il était sur un autre rythme, il était sur un bon rythme, pas suffisant pour aller chercher Vignales et Marc Marquez, par contre bien meilleur que celui de Jack Miller ou Banaya, parce qu'il leur colle quand même 3 secondes à ces pilotes-là. Après, Cal Crutchlow, moi j'ai une réflexion sur l'avenir de Honda. Moi ça m'étonnerait pas, je vous le dis comme ça, que Lorenzo se barre, mais qu'on ne mette pas à Johan Zarco avec Marc Marquez. Cal Crutchlow, il connaît quand même Honda.
Il connaît la moto, il connaît bien la moto, il a une moto 2019. On sait que son contrat est sur 1 an ou 2 ans, donc ça permet aussi, on sait que c'est son dernier contrat et qu'il sera sur 2 ans, de se dire, si Zarco ça marche bien, on re-switch, mais de faire monter Karl Crutchlow à côté de Marc Marquez, moi je trouverais pas ça bête. Je pense que ça serait une solution, et d'avoir Zarco Nakagami dans la deuxième équipe LCR avec un Nakagami qui aurait une moto 2019. Ça pourrait être, ou Zarco qui aurait la moto 2019 avec un Nakagami qui serait encore en phase de progression, parce que c'est un pilote qui manque encore, je pense, d'expérience. Ce serait, je pense, une idée pas si con que ça du côté de chez Honda pour l'année prochaine, s'ils veulent avoir 4 pilotes performants, parce que Lorenzo il ne s'en sort pas du tout avec cette moto, puis je pense qu'il a perdu la motivation. Donc Crutchlow, bon week-end, surtout que les derniers week-ends avaient été un peu complexes pour le pilote anglais, donc ça fait du bien de le revoir aux avant-postes. La saison n'a pas été forcément extrêmement facile pour le pilote anglais avec une moto difficile à manœuvrer. Troisième, Aprilia, équipe au top, bon week-end d'Aprilia. Alors c'est pas tous les jours qu'on peut dire ça, il y a le week-end de Silverstone et bien le week-end de Phillip Island, avec 2 pilotes dans le top 8 en qualification, Alex Espargaro et Andrea Iannone, et puis une bonne course d'Andrea Iannone qui finit 6ème, et puis Alex Espargaro un peu plus loin 10ème, avec un rythme qui décroît en fin de course, mais à un moment Iannone s'est retrouvé en tête, il a vraiment fait une très très belle course, il était pendant très longtemps dans les 3 premiers en début de course, il avait vraiment un très très bon rythme. Alex Espargaro un peu plus en difficulté en début de course, mais plutôt performant quand même, le pilote espagnol. Et à la fin, c'est un résultat avec 2 motos dans le top 10, ça n'arrive pas souvent chez Aprilia. Et puis surtout, on s'aperçoit que cette moto a quand même des qualités, plutôt maniable. Bon, elle a quand même un énorme défaut, c'est la puissance moteur. On l'a vu, quand Iannone se retrouve en tête de course dans la ligne droite, il s'est fait manger par, je ne sais plus si c'était Crutchlow ou Marquez. Enfin, il s'est fait manger. Le pilote italien ne pouvait rien faire. C'est une moto qui rend, je regardais à un moment, ils étaient à 286 à l'aspiration, 288 km/h quand les autres sont à 320. Donc c'est compliqué quand vous avez une telle différence de vitesse d'aller chercher les pilotes devant vous, surtout sur un circuit comme Phillip Island où il y a quand même une belle ligne droite, mais on voit que c'est une moto qui progresse quand même si les moyens de Aprilia sont pas énormes. Malgré tout, c'est bien de faire un résultat avec 6e et 10e position, parce qu'il y avait le président, le CEO de Aprilia qui était présent. C'est toujours bien de faire un bon résultat de ce type devant lui pour que l'équipe ait plus de moyens l'année prochaine. C'est mieux de le faire que plutôt d'avoir les 2 pilotes qui tombent au premier tour. Mais voilà, bon Grand Prix de la part de Aprilia. On espère que ça va se poursuivre, même si je pense pour ma part que c'est une moto qui est très spécifique et qui fonctionne que sur certains circuits. Puis on finit avec Jack Miller qui prend une très belle 3ème place. Très grosse fin de course de Jack Miller. En même temps, je crois qu'il fait partie des pilotes qui avaient pris le pneu hard à l'arrière, donc il fallait le temps qu'il se mette en route. Début de course très attentiste, il était très calme même. On a rarement vu Jack Miller aussi calme en début de course. Et puis ensuite, il a accéléré pour faire une fin de course en trombe comme son coéquipier Banaya, parce que Banaya, il y a un moment, il était dans le groupe Alex Rins, dans le groupe qui était distancé. Il est revenu sur Valentino Rossi, sur Andrea Dovizioso, il les a dépassés, et il prend une belle 4ème place, et peut-être qu'on voit enfin le vrai Francesco Banaya en Moto Grand Prix, parce que pour l'instant on avait du mal à savoir quel était son potentiel dans la catégorie, mais très bon Grand Prix de Jack Miller, et voilà, une belle 3ème place. Il faut savoir que c'est pas arrivé souvent aux Australiens de finir 3ème à domicile, parce que c'était pas arrivé depuis un certain Casey Stoner sur cette piste, qui a remporté le Grand Prix 6 fois d'affilée, ce qui est assez formidable. Mais belle course de Jack Miller, et puis on attend qu'il soit plus constant. On sait qu'il est rapide, Jack, là on l'a encore vu. Par contre, qu'il fasse moins de chutes sur une saison, ça sera son objectif l'année prochaine, d'être beaucoup plus constant pour être potentiellement numéro 1 chez Ducati dans 3-4 ans. Je pense que c'est totalement réalisable, ou dans une équipe, dans un team officiel, chez Honda, chez
chez Yamaha quand les Rossi, Marquez et autres auront peut-être vieilli et qu'il y aura eu du changement dans le monde de la moto Grand Prix. On passe aux pilotes qui ont eu un Grand Prix difficile. Alors, pilote équipe, j'ai commencé avec KTM. Rien n'a marché chez KTM ce week-end. Alors, rien du tout. Aucun pilote en Q2 et une moto erratique, très instable. Et avec le vent, on l'a encore plus vu. Mais alors, Paul Espargaro faisait beaucoup d'efforts pour la maintenir en ligne droite, sa moto. Mika Kallio, un peu nulle part. Je regardais là son temps de qualification. Mika Kallio, il est en 1:34.195. Il est quand même 4 dixièmes derrière Paul en qualification, ce qui les place quand même à 5 dixièmes de Johan Zarco, hein, donc sur la Honda. Donc la qualification était quand même assez loin pour Mika Kallio. Après en course, Paul Espargaro fait plutôt une bonne course, il remonte bien, hein, 12e à l'arrivée en partant 17e. Mais Mika Kallio, lui, abandonne, je ne sais pas trop quel était le problème, je n'ai pas trop vérifié en fait si c'était un problème technique. Mais il n'y avait aucun rythme de toute façon. Mika Kallio, il était au niveau de Jorge Lorenzo, donc c'était vraiment compliqué pour le pilote finlandais qui en plus reprendra son rôle de pilote essayeur l'année prochaine, vu que dans l'équipe 1 on aura Brad Binder. Je voudrais, en parlant je tiens de KTM, parler également de cette incompréhension qui nous montre encore une fois que KTM est fait un peu amateur quand même depuis un an. Miguel Oliveira, qui était quasiment sûr d'être pilote numéro 1 pilote dans l'équipe numéro 1 chez KTM, et qui se retrouve à rester chez Tech 3 avec un Brad Binder qui monte. Alors pour moi c'est pas illogique non plus, mais il aurait fallu communiquer en interne avec les deux pilotes. Pour moi c'est pas illogique vu le travail qu'a fait Brad Binder en Moto2 cette saison. Entre le début de saison où la KTM était nulle part et la fin de saison chez KTM où la moto marche bien, en Moto2 où ils arrivent à gagner des courses, c'est pas grâce au travail de Jorge Martin, c'est lui qui a fait un énorme travail de développement. Et c'est vrai que comme on sait que la KTM il va falloir développer peut-être encore beaucoup de pièces, ce n'est pas illogique qu'un pilote qui ait fait un bon travail de développement sur une Moto2, qui reste quand même une moto très puissante, surtout maintenant avec le moteur Triumph, arrive en Moto Grand Prix dans l'équipe 1. Je pense également que Hervé Poncharal, même s'il ne le dit pas, il préférait garder Oliveira encore une saison parce que ça le faisait un peu chier d'avoir deux pilotes débutants. Maintenant, je suis un peu plus inquiet, je suis un peu plus surpris par le fait de prendre Iker Lecuona, qui pour moi est pas forcément autant garder Mika Kallio. C'est-à-dire que pour moi, Iker Lecuona, il va falloir vraiment le formater, le modeler. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce pilote-là, qui était quand même très jeune, il va arriver à 20 ans. Hein. Alors, j'avais les mêmes interrogations l'année dernière sur Fabio Quartararo, mais je me dis, pour l'instant, j'ai pas vu véritablement un énorme potentiel en lui sur la KTM en Moto2. Alors certes, une moto difficile à piloter, mais je trouve ça bizarre. Je suis pas forcément... je suis étonné que ça soit Iker Lecuona. Il y a Jorge Martin qui a peu d'expérience, mais qui montre aujourd'hui qu'il a le potentiel. Il fait des podiums désormais. Alors qu'Iker Lecuona est encore loin du podium. Alors certes, avec une moto qui n'a pas toutes les évolutions en Moto2, mais j'ai pas trouvé pour le moment que le pilote basque avait un potentiel formidable. Et puis je vais finir sur... non, je vais pas finir tout de suite parce qu'il y a encore deux pilotes qui sont pas bien. Lorenzo, bon, que dire ? Quand il finit pas dernier, c'est qu'il y a Siafrin et Tito Rabat qui sont derrière lui. Dernier en course. Il finit quand même à 1,06 du vainqueur. Et surtout à 20 secondes de Siafrin. Donc là, c'est incompréhensible.
pour lui, à 20 secondes de Karel Abraham. Donc vraiment nulle part le pilote espagnol. Moi, à sa place, je casserais mon contrat. Parce que là, à quoi ça sert d'être payé si c'est pour faire des performances de ce type? On le voit bien qu'il n'a pas la motivation, parce que même si la moto est difficile à piloter, il chute même pas. Il attaque même pas, j'ai l'impression, Lorenzo. Mais il est nulle part. Il va falloir... oui, pour moi, même s'il quitte pas la moto Grand Prix, là, aujourd'hui, ça sert à quoi de rester? Voilà. Cette année, s'il casse son contrat, il y a peut-être encore la possibilité d'avoir des places. Et je pense que à sa place, je serais allé même chez KTM. On aurait peut-être bien voulu de l'expérience de Lorenzo. Là, je sais pas à quoi il sert, quoi. Très clairement, je ne sais pas à quoi il sert. Chez Honda, à part voir que l'année prochaine, s'il continue, s'il va à la fin de son contrat de 2 ans, si on le laisse aller à la fin de son contrat, qui va vouloir de lui? Personne. Même en Superbike, on ne voudra pas de lui. Donc c'est... s'il continue encore 1 an, c'est sa dernière année l'année prochaine. Hein. De toute façon, Lorenzo, parce qu'il ne retrouvera pas un guidon important dans n'importe quelle équipe. Ou soit il fera de la moto ici. Et puis on finit avec Alex Rins. 9e simplement du Grand Prix, qualification qui a été compliquée, 12e. Week-end difficile en demi-teinte pour Alex Rins, qui, je trouve, a un peu plus du mal en cette fin de saison. Depuis sa victoire à Silverstone. Pour moi, si dans les années à venir, Alex Rins veut être le pilote majeur de chez Suzuki et un pilote majeur de Moto Grand Prix, il va falloir qu'il devienne plus régulier, parce que Johan Mir commence à taper à la porte. Il a eu une saison compliquée, une adaptation compliquée à la moto Grand Prix, mais je pense que Johan Mir maintenant ça va mieux pour le pilote espagnol. Et donc Alex Rins va avoir un concurrent de taille, et il va devoir faire attention à la nouvelle pépite qui arrive derrière. Mais un peu déçu par le week-end d'Alex Rins où la Suzuki marchait pas très bien, mais il finit quand même derrière Johan Mir. Je pense qu'il y avait la possibilité quand même de finir devant la Ducati d'Andrea Dovizioso et devant Valentino Rossi, qui en deuxième partie de course était vraiment avec un rythme très mauvais. On passe au classement, et Marc Marquez toujours champion du monde, donc Andrea Dovizioso qui sera forcément son dauphin. Puis derrière, on trouve Alex Rins, Maverick Viñales et Danilo Petrucci. Pour cette fameuse bagarre pour la 3e place, je pense que Fabio Quartararo, avec sa chute, il se retrouve à 20 points. Ça commence à être compliqué. 30 points pour Valentino Rossi, c'est toujours mathématiquement possible, mais ça va être compliqué. Bagarre également pour la place de premier pilote indépendant. Il y a 22 points entre Quartararo et Jack Miller, et 30 points avec Cal Crutchlow. Donc faut pas non plus que Fabio rate sa fin de saison complètement, parce que sinon ça va être compliqué. Puis du côté du classement constructeur, et bien là, c'est du classement équipe, pardon, parce que le classement constructeur, on sait que c'est Honda qui est champion devant Ducati et Yamaha. Voilà, je vous fais le topo. Suzuki 4e, Aprilia reprend des points sur KTM, hein, l'écart n'est plus que de 22 points. Et puis au niveau du classement équipe qui ne veut pas s'afficher, la magie de l'internet, ça va s'afficher peut-être, ça prend un petit peu de temps. Bon, le temps qu'arrive le classement équipe, parce que là c'est du direct, hein, là on est en live. C'est du live enregistré, on ne fait pas de coupure, à part quand il y a un petit problème technique. Oui, ça ne veut pas s'afficher, donc le classement équipe qui est en train d'arriver. Sinon, on va déjà faire la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour la Malaisie, c'est dans 1 semaine, donc on se retrouve lundi prochain. Et puis Valence dans 3 semaines, et on fera une vidéo vraiment bilan de la saison dans cette catégorie. On fera pareil en Moto 2 et Moto 3 au tout début de l'hiver, tout début du mois à la fin du mois de novembre. Sinon, du classement équipe, donc voilà, on y arrive. Il n'y a plus qu'un point d'écart entre Ducati et Repsol. Merci à Marquez. Et puis derrière, on retrouve Yamaha et le SIC, donc le team Petronas, 268 points. 4 points d'avance sur le team Suzuki et 58 points d'avance sur le team LCR pour le classement indépendant. Ça semble jouer quand même du côté du classement indépendant.
Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis, à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!